Et ce soir, j'ai vu tellement de jeunes gens, de jeunes médecins, que vraiment, je pense que la suite est assurée, la relève est assurée et brillamment. Et je remercie aussi pour m'avoir pour me permettre de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, auquel j'ai consacré une bonne partie de ma vie, c'est-à-dire les cancers de l'enfant, que ce soit du point de vue médical ou du point de vue social. Alors, par ailleurs, j'aimerais vous dire que si je n'avais pas été pédiatre, cancérologue, j'aurais peut-être souhaité être médecin généraliste, peut-être de famille, en tout cas médecin de proximité. Et c'est pour ça que vraiment que j'ai insisté pour intervenir. Alors, d'abord, je vous parle des cancers de l'enfant dans le monde, donc, surtout dans le monde développé. Alors, en tout cas, il y a 300 000 cas, nouveaux cas par an, entre 0 à 19 ans dans le monde. Cette fois-ci, le monde non développé et développé. Malheureusement, il y a 100 000 décès. Les cancers de l'enfant sont rares, de 1 à 3% de l'ensemble des cancers, et surtout dominés par les leucémies et les tumeurs cérébrales. Ils présentent souvent des signes banals qui évoluent très rapidement. Et dans le monde, le traitement fait appel à la chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, mais aussi à d'autres techniques. Et il y a des progrès considérables du point de vue évolution. La guérison est supérieure à 80% des cas dans les pays développés. Et ces malades guéris reconnaissent malheureusement des risques à long terme, et c'est pour ça que certains pays ont recours à des stratégies de suivi à long terme. Suivante, s'il vous plaît. Je ne peux pas utiliser ma main, donc c'est quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît. Oui. Peut-être, voilà. Ah, d'accord, très bien. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ça va, j'ai trouvé. Alors, bon, ce petit tableau, d'accord. Alors, ce tableau, je ne sais pas si vous voyez bien, ce tableau, donc, pour vous dire qu'entre 1975 et 1979, jusqu'à 2009, il y a eu vraiment de grands progrès du point de vue thérapeutique et du point de vue résultat. Pratiquement tous tous les cancers guérissent à plus de 80%, sauf peut-être le rhabdomyosarcome et les leucémies aiguës myéloblastiques. Alors, au Maroc, dans les années 1980, se sont constituées 2 petites unités à Rabat et à Casablanca et 2 petites associations à Gérer et à Venir. Alors, qui ont bien sûr accompagné ces 2 unités. En 1985, il y a eu l'INO, l'Institut national d'oncologie Sidi Mohamed Abdallah, Rabat. Ensuite, en 1995, la Maison de l'Avenir a été construite par l'association L'Avenir et a permis vraiment de rendre service et d'héberger les familles qui habitent loin. En 1996, on a créé la SMOP, la Société marocaine d'oncologie pédiatrique, qui est devenue maintenant la Société marocaine d'hémato-oncologie pédiatrique. Et en 2000, on a eu d'importants partenariats avec Saint-Jude Hospital à Memphis, dans le Tennessee,
qui est vraiment une très grande maison, et le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. En 2005, la Fondation LSLMA, Prévention et Traitement du cancer, est venue avec bonheur enrichir et encourager tout le monde du cancer. Alors, actuellement, il y a 5 unités à Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech, et Oujda est en cours. Alors, il y a plusieurs associations, plusieurs maisons d'accueil. Il y a le plan national de prévention et de contrôle du cancer 2010-2019, qui comporte 78 mesures, qui est très importante, aussi bien les unes que les autres. Du point de vue thérapeutique, on utilise des protocoles nationaux et internationaux, et depuis quelques années, on fait des greffes de moelle, de cellules souches, dans le neuroblastome de mauvais pronostic. L'évolution, les taux de survie sont variables selon le type de cancer et le stade, et ils sont quand même assez proches des survies de pays développés. En tout cas, pour certains cancers, tels que le lymphome, la leucémie et les néphroblastomes. Alors, il y a une filière de soins pour l'oncologie pédiatrique a été finalisée en 2015 et a fait l'objet d'une circulaire ministérielle. Alors, le niveau 1, qui sont les médecins généralistes et les centres de santé de base, pouvaient directement, en tout cas en mon temps, pouvaient directement adresser le malade au centre d'oncologie pédiatrique au niveau 3, et vraiment, j'étais fortement conseillée. Actuellement, les CHOP, les services d'hémato-oncologie pédiatrique, ne prennent les patients que si le diagnostic est posé. Quand le diagnostic est suspecté, ils sont adressés au niveau 2 ou au niveau 3 dans les services de pédiatrie générale, qui confirment le diagnostic et qui passent au CHOP. Alors, il y a plusieurs partenariats nationaux et internationaux visant à améliorer le diagnostic, les soins et la formation. Alors, les soins palliatifs restent insuffisants, malgré plusieurs formations dans ce sens, la dernière datant de 2 semaines par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Ce qui se passe, en général, c'est que le traitement de confort est prescrit à domicile, mais souvent la pauvreté et le logement exigu, malheureusement, le rendent impossible. C'est là qu'il y a l'implication de médecins de proximité à qui on va demander d'être plus présents. Et alors, la prescription de morphine comprimée est passée de 7 jours à 28 jours, donc victoire, on a crié victoire. Alors, pas suffisamment de psychologues et d'assistants sociaux pour s'occuper des soins palliatifs. Alors, le suivi. Donc, dans les années 90, il y avait un fort taux d'abandon de traitement et de suivi. Alors, actuellement, en diminution, depuis les maisons des parents et l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge. Alors, le suivi à long terme. Le suivi à long terme dépend de chaque médecin oncopédiatre. En général, ils revoient leurs malades jusqu'à 5 ans après le diagnostic. Une première étude en 2014 a permis de constater 66% des malades, des anciens malades, qui ont des problèmes physiques, psychiques ou sociaux. Et donc, nécessité d'organiser le suivi à long terme. Alors, donc, je vous ai parlé du plan national de prévention et de contrôle du cancer. Et pour l'enfant, l'objectif est d'assurer une offre de soins de qualité aux enfants atteints de cancer aux 3 niveaux du système de santé. Alors, bien sûr, vous les connaissez mieux que moi. Le niveau 1 est représenté par les établissements de soins de santé de base et les cabinets privés de médecins généralistes.
le niveau 2, le niveau 2, le niveau 3. Je pense que vous le lisez plus vite que moi. Alors, donc j'ai fait une petite recherche. Enfin bon, j'ai pu retrouver le nombre de médecins, et notamment de médecins généralistes au Maroc, mais par le Haut Commissariat au Plan, édition 2014. Donc il y a 17 121 médecins au total, et 8 299 médecins généralistes, dont 59% dans le secteur public et 38,9% dans le secteur privé. Je me demande où sont passés les 1, quelque chose pour cent. Alors, donc, le médecin généraliste est souvent le premier à voir un enfant malade. Il a donc la lourde responsabilité de ne pas passer à côté d'une maladie grave qui devra être orientée de façon adéquate. Parmi les pathologies graves, les cancers de l'enfant sont rares, sont très rares, mais très curables, pour peu que le premier médecin qui voit l'enfant pense à la possibilité d'un cancer. Alors, le premier rôle du médecin généraliste est la contribution au diagnostic précoce. Penser à la possibilité d'un cancer, devant bien sûr certains signes. Écoutez avec attention les parents et surtout la maman. Examinez. Les signes sont nombreux. Examinez tout nu. Enfin, je n'ai pas osé le mettre parce que ça va de soi. Hein. Examinez tout nu et vous trouverez des signes nombreux, variables selon le type, la localisation, le stade et l'âge. Cependant, quelques principes de base. Il faut toujours se méfier de toute anomalie d'apparition récente, persistante et sans cause évidente. Et là, une communication empathique avec la famille et le malade est très importante et permettra d'approcher le diagnostic. Bon, je vous passe quelques diapos. Bon, la leucocorie, l'œil de chat, c'est un signe de rétinoblastome. C'est une très belle diapo que m'a permis de projeter l'hôpital Saint-Jude. Là, le lymphome de Burkitt, hein, il est multilocalisé, enfin multilocal, l'amygdale, le ventre, le péritoine donc, et le maxillaire. Alors, il y a quand même des urgences en oncologie, des urgences métaboliques, notamment quand il y a beaucoup d'épanchements dans le lymphome non-hodgkinien, quand la leucémie aiguë lymphoblastique est hypertumorale, hyperleucocytaire supérieure à 100 000, et il y a un risque de syndrome de Lise tumorale. Et il y a aussi des urgences par compression, le lymphome non-hodgkinien thoracique avec syndrome cave supérieur, bien sûr, il intéresse aussi la leucémie aiguë médiastinale, T, et le neuroblastome en sablier, vraiment, il risque de provoquer une paraplégie très rapidement. Alors, j'avais été chargée, l'UICC, l'Union internationale contre le cancer, avait fait un appel à projets dans les pays en développement. Et moi, j'avais choisi le diagnostic précoce des cancers de l'enfant au Maroc. C'était destiné donc aux médecins, à la formation de médecins de proximité. Et là, je pense que c'est à votre disposition dans le stand de MG. Alors, aussi ça, je pense que ça facilite le diagnostic, vraiment, on pense à quelque chose selon la localisation. Alors, comme le traitement des cancers de l'enfant est de longue durée, le médecin généraliste aura à surveiller l'enfant pendant toute cette période afin de dépister une récidive localisée au métastatique
une toxicité médicamenteuse, thérapeutique, en particulier une aplasie fébrile, une mucite, des troubles digestifs. Il faut absolument connaître le dossier médical de l'enfant. Je pense qu'en principe, il y a un cahier de correspondance qui suit tous les malades hospitalisés dans un centre d'oncologie. Mais il faut suivre quand même les instructions de l'équipe de référence ou bien sûr la contacter s'il y a des questions. Et surtout, noter vos propres constatations. Bon, je vous passe quelques rechutes, neuroménagées, paralysie faciale et obésité. L'obésité, vraiment, ça signe, chez un enfant qui est suivi pour leucémie aiguë ou bien pour lymphome, ça signe une atteinte ménagée. Alors, il faut faire une ponction lombaire, malheureusement, et on trouvera des blastes. Alors, comme l'enfant malade est avant tout un enfant, le médecin généraliste pourra assurer une surveillance du développement de l'enfant, croissance saturo-pondérale, pubertaire, psychomotrice, vaccination, etc. Assurer un diagnostic et un traitement des éventuelles maladies courantes de l'enfant, mais en sachant qu'il faut éviter les intramusculaires, parce que bon, c'est un enfant qui est potentiellement à une hypoplaquétose, les salicylés, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a, en conseil, beaucoup d'empathie, de conseils et de communication avec la famille et avec l'enfant. Alors, il y a aussi donc un rôle socio-psychologique du médecin généraliste. Souvent, les familles sont démunies et perdues devant la maladie. Alors, bien sûr, si vous pouvez les soutenir financièrement, je pense que ce n'est pas possible dans la plupart du cas, mais au moins, vraiment soutien psychologique et essayer d'impliquer l'assistante sociale s'il y en a, ou bien les associations de parents qui collaborent étroitement avec les personnels de santé. Alors, quand l'évolution est malheureusement défavorable, le malade est souvent confié au médecin de proximité qui aura à contribuer aux soins palliatifs pédiatriques en milieu hospitalier ou à domicile, en particulier traitement de la douleur. Et je pense que vraiment tout médecin généraliste a droit au carnet à souche. Il suffit de le vouloir et de le demander. Et éventuellement, bien sûr, au soutien moral de la famille dans son deuil. Là encore, information, écoute, disponibilité. Alors, quand l'évolution immédiate est favorable et que la rémission complète se prolonge plusieurs années, on parle de guérison. Les guéris d'un cancer de l'enfance, qui s'appellent des survivants, enfin des survivors en anglais, sont de plus en plus nombreux dans les pays développés et même dans les pays en développement. Aux USA, par exemple, 1 sur 530 adultes de 20 à 39 ans sont des survivants d'un cancer de l'enfance. Alors, cependant, de nombreuses études internationales montrent que plus de 60% des anciens malades guéris développent des pathologies liées au traitement reçu ou au cancer lui-même. Les principaux risques tardifs sont les myocardiopathies, les syndromes métaboliques, les problèmes neurologiques, orthopédiques, esthétiques, endocriniens, reproductifs. Malheureusement, la stérilité est un gros problème chez les maladies de Hodgkin qu'on suit, et ils s'en plaignent parce qu'au bout de 4-5 ans, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, et bien sûr, ils savent très bien qu'ils sont responsables, que leur maladie, ancienne maladie, est responsable. S'il vous plaît, au secours. C'est quel diapo?
27. C'est vers le terme. D'accord, merci. Alors, donc c'est pourquoi les pays développés établissent des stratégies de suivi à long terme des survivants. Ce suivi a pour objectif la prévention par l'information, le diagnostic et le traitement précoce et l'accompagnement. Ce suivi à long terme peut être confié aux médecins généralistes sous réserve d'une formation dans ce sens. Bon, là, il y a un exemple de Saint-Jude, qui est vraiment qui a fait une clinique après le traitement, enfin le traitement complet, enfin, after completion therapy clinique de l'hôpital Saint-Just, donc qui fait appel aux médecins généralistes, à une équipe de médecins généralistes et bien sûr associés à des infirmiers, à des centres sociaux, etc. Alors, le suivi au Maroc, jusqu'à présent, les services d'oncologie pédiatrique suivent leurs malades pendant le traitement et quelques années après. Quand les anciens malades ont un problème, ils ne font pas le rapprochement avec leur cancer de l'enfance et ne le signalent pas au médecin qu'ils consultent. Ce dernier les traite ou les oriente vers un spécialiste qui ne connaît toujours pas leurs antécédents. Il en résulte un retard diagnostic de la rechute, de la pathologie ou du second cancer. Alors, une première enquête 2014-2015 sur le devenir médical et socio-démographique des anciens malades montre que 66% d'entre eux ont des problèmes physiques, sociaux ou psychologiques. Ça a été publié dans Toxinews 70. Alors, nécessité d'organiser un suivi à long terme à l'échelle nationale en commençant par des consultations dédiées aux anciens malades dans les CHU ou dans les centres régionaux. Alors, les médecins généralistes pourraient y contribuer fortement et certains médecins généralistes en France revendiquent le titre de médecin de suivi. Alors, le diagnostic précoce, ça suppose une bonne connaissance de l'histoire du malade. Des examens à la recherche de signes de toxicité, de rechute ou de deuxième cancer, c'est ce qui suppose aussi une formation et la connaissance de ces risques. Et bien sûr, il faut coordonner avec le centre où a été traité le malade pour cancer. Et beaucoup d'empathie encore. Alors, le rôle dans la prévention est très important. L'information est essentielle pour la prévention. La prévention, c'est-à-dire, bien sûr, on leur apprend ce qu'ils sont, et on leur apprend à éviter les facteurs favorisant les risques comme le tabagisme, l'obésité et la sédentarité. Et on se propose de faire des guides pour les patients, les parents et les soignants, les éducateurs, ainsi que des sites web. Et on conseille l'orientation vers des associations et qui leur apportera un soutien psychologique aux besoins. Alors, en conclusion, le rôle du médecin généraliste dans les cancers de l'enfant est multiple et essentiel, contribuant à augmenter le taux de guérison par le diagnostic précoce et la surveillance adéquate, à soutenir les familles dans son épreuve par l'orientation et la communication, et à améliorer la qualité de vie des anciens malades par le suivi à long terme. En guise de remerciement, je vous passe, je montre cette diapo qui est un petit bouquin que j'avais écrit en 2010 sur la leucémie de l'enfant en mots et en images, en arabe et en français, pour entamer la communication entre les parents et les enfants, et les médecins, pourquoi pas, et le grand public. Parce que j'avais constaté, durant mes 30 années de pratique en oncologie pédiatrique,
qu'il y a, enfin, que les parents ne veulent pas dire à leur enfant qu'ils ont un cancer. Les enfants ne veulent pas dire à leurs parents qu'ils savent qu'ils ont un cancer parce que l'un et l'autre ne pensent que l'autre ne le sait pas. Et puis, donc, ça crée une absence de communication de toute la vie. Je connais des gens qui ont maintenant 30 ans ou 35 ans, qui ont un cancer de l'enfance, dont les parents, bien sûr, n'ont pas voulu leur dire. Et, bon, bien sûr, il y a une entente cordiale sans vraiment communication véritable. Merci beaucoup.